Grand allié du Burkina Faso dans sa lutte antiterroriste, la Russie peine visiblement à produire des résultats concrets sur le terrain. Le dernier massacre du 11 juin au détachement de Mantilla en est une illustration. Quel bilan faire du soutien militaire de Moscou? Nous en parlerons à l'ouverture de ce numéro de Devoir de vérité. Et nous reviendrons également sur la question du maintien de la présence militaire française en Afrique, justement à l'heure où des échos en provenance de Paris font état d'une réduction significative des effectifs militaires français sur le continent. Jean-Richard Nguessan, journaliste, et Soro Djabiga, qui est également professionnel des médias, ainsi que Laurent Monti, politologue, sont avec nous sur ce plateau pour décortiquer ces différentes actualités. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Merci. Le très bouillant et bouillonnant Laurent Monti. C'est toujours un plaisir, malgré les contradictions. Alors justement, Jean-Richard Nguessan, ça fait depuis donc, le 30 septembre 2022 que le capitaine Traoré donc, a fait son coup d'État au Burkina Faso. Il est installé. Nous approchons donc la deuxième année de sa présence donc à la tête de l'État burkinabé. Quel bilan feriez-vous justement de l'apport de la Russie aux côtés donc des autorités actuelles de transition au Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité djihadiste? Avant de parler d'entrée de jeu de l'apport même de la Russie, parlons du bilan du président Traoré. Est-ce que ce qu'il avait promis au peuple burkinabé à son arrivée au pouvoir, est-ce que c'est ce qu'on nous a donné de voir aujourd'hui? Je dirais non. Il avait promis la sécurité au Burkina Faso. Au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. Et dans sa quête de reconquérir des territoires qui avaient été annexés par des djihadistes, il a fait appel donc à la Russie et notamment à Wagner. Et malheureusement, on constate que la situation au Burkina s'empire de jour en jour. Et vous avez évoqué l'attaque de Mansilla avec une centaine de soldats tués par des djihadistes. On parle de 107 morts selon un bilan non confirmé de sources officielles. Il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, au niveau des autorités burkinabées, les langues ne se délient pas. Et au niveau de l'attaque de Mansilla, au niveau du pouvoir burkinabé, on n'a pas plus d'informations. C'est un communiqué, par contre, des djihadistes qui nous a été donné de voir, un communiqué repris par plusieurs agences de presse. Mais ce qu'il faut retenir d'entrée de jeu, le bilan en termes sécuritaires du président Traoré, pour ma part, est négatif. Soro Djabiga. Bon, je rejoins partiellement ce que mon confrère Jean-Richard a dit. Il faut dire que quand Ibrahim Traoré prenait le pouvoir, il a promis au peuple burkinabé de rétablir la sécurité pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, je me permets de dire qu'il a un peu vite parlé, parce que sécuriser un territoire, même quand on n'est pas en situation de guerre, le risque zéro n'existe pas. Il faut toujours avoir quand même des marges, surtout quand on menait une guerre contre un groupe terroriste qui est une guerre asymétrique, c'est un peu compliqué. Il a pris le pouvoir aussi dans un contexte assez particulier, où l'armée régulière n'avait même pas les moyens de pouvoir mener cette guerre-là. Il fallait louer des armes, il fallait commander des armes depuis la France qui venait avec toute la lenteur administrative qu'on connaît. C'était compliqué pour pouvoir mener cette guerre-là. Il faut lui reconnaître ça. Aujourd'hui, il a apporté quand même pas mal d'éléments dans cette guerre-là qui a facilité les choses à l'armée. Et pratiquement chaque semaine, moi je vais sur la page de RTB pour voir les bilans des opérations qui sont menées sur le terrain. Et je regarde un peu les rapports aussi de l'éminent journaliste Bienvenu Taossa. Et il y a des drones qui sont rentrés en ligne de compte, il y a des avions, il y a des GPS, tout ça. L'armée burkinabé n'avait pas tous ces éléments-là. Et si on doit faire un bilan aujourd'hui, il faut dire qu'en termes de sécurisation du territoire, l'armée burkinabé a quand même gagné en territoire. Et ces derniers événements de l'attaque des Mansilla sont vraiment déplorables. Même si le pouvoir n'a pas véritablement affirmé, n'a pas véritablement annoncé cela, on a nos sources en tant que journalistes. On a reçu des informations auprès de certains confrères qui sont sur place. On a aussi eu écho du communiqué de ces groupes djihadistes-là qui opèrent sur ces zones-là. Et c'est vraiment déplorable, mais en situation de guerre, les dégâts n'appartiennent pas qu'à un seul camp. Il faut le dire, toutes les grandes puissances issues des pertes. Récemment, on a vu sur le territoire en Russie, il y a eu une attaque terroriste, il y a eu beaucoup de morts. Quand on parle de sécurisation aujourd'hui, qui est mieux placé que la Russie pour pouvoir sécuriser son territoire? Aux États-Unis, on a essuyé des pertes, il y a eu des grandes attaques aux États-Unis.
en Israël, en France. Pas de la même nature quand même. En France aussi, c'est pareil. Donc il faut dire que c'est un peu compliqué. Mais il y a le contexte géopolitique aussi qui rentre en ligne de compte. Parce que le Burkina Faso fait frontière avec plusieurs pays. Et elle a une ouverture sur le Sahel. Et les terroristes arrivent à se réfugier dans certains endroits et c'est difficile de les repérer. Les frontières sont très poreuses. Oui. Alors, Laurent Monté, justement, vous avez entendu donc Jean-Richard Nguessan et Soro Djabiga qui notent, enfin, pour Soro Djabiga, qui note tout de même une amélioration dans l'équipement de l'armée burkinabé en termes de résultats sur le terrain. Ça semble pas être le cas, mais comme en termes d'équipement, des armes qui n'étaient pas forcément disponibles du temps des anciens présidents, je parle de Roch-Kaboré ou encore du MPSR1, duquel Traoré justement faisait également partie. Il a aussi gouverné avec Damiba en tant que membre de la junte du MPSR1. Et là, il note donc une amélioration en termes d'équipement. Votre regard là-dessus justement sur la situation militaire au Burkina Faso, surtout sur l'apport de la Russie en tant que partenaire stratégique. La situation du Burkina Faso ne mérite pas simplement qu'on mette le focus sur le Burkina Faso. C'est toute une région du Sahel qui a été déstabilisée en remontant depuis la Libye. Donc il faut véritablement analyser toutes ces dynamiques-là et comprendre que les terroristes font fi des frontières et que le Burkina Faso, pour y arriver, aura besoin de l'aide du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Russie et de qui veut bien les aider. Donc dans une perspective sous-régionale, Jean-Richard... Ce qu'il faut noter avec l'arrivée du président Traoré, il avait fustigé la France et il avait fait appel à la Russie. Et pour lui, la Russie allait contribuer efficacement et fortement dans l'accompagnement, dans la sécurisation du Burkina Faso. Et qu'est-ce qui nous est donné de voir quelques mois après? C'est vrai que le confrère a relevé des points positifs, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est dans la difficulté au niveau sécuritaire. C'est vrai que la Russie est une puissance militaire, cela est indéniable, quatrième puissance militaire en termes de budget, il y a un accompagnement qui se fait. On a vu l'appui des autorités au plus haut niveau de la Russie avec le ministre des Affaires étrangères qui s'est lui-même déplacé pour le Burkina Faso. Il a rencontré plusieurs autorités burkinabées. C'est vrai qu'il y a une poussée au niveau des relations entre la Russie et le Burkina Faso, mais pour ce qui est donné de voir sur le terrain. Alors justement, pour en venir à là, je pense que quand le capitaine Traoré prenait le pouvoir en septembre 2022, l'un des principaux arguments du MPSR2 était que le phénomène djihadiste perdure en raison de la présence militaire française dans le nord du pays. C'était le même argument qui a été utilisé par les putschistes maliens, tout comme au Niger et autres. Et on constate que près de 2 ans plus tard, la France est partie. Et ça se poursuit. Les choses s'aggravent. Comment l'expliquer alors qu'on l'accusait d'armer les terroristes, de leur donner des informations et tout cela? Allez-y, Soro Djabiga, pourquoi pas? Je sens que vous ne lui ferez la passe. Bon, ben, à ce niveau-là, c'est des éléments qu'on ne peut pas prouver directement. Assimi Goïta l'a dit. Le général Tchani l'a dit, IB aussi a évoqué cela. Ils ont accusé directement la France. Sur la tribune de l'ONU, ils ont accusé directement la France d'armer, de donner des renseignements aux terroristes, des éléments qu'on ne peut pas prouver directement. Mais j'étais en train de parler du contexte dans lequel ils ont pris, ces derniers ont pris le pouvoir. La question, c'est de savoir, mais comment comprendre que même avec le départ des contingents français dans ces différents pays, le phénomène perdure? D'abord, on passe sur la base du fait que ce sont des pays souverains. Voilà. Et ils collaborent avec la France pour la plupart de ces pays-là, depuis les années 60, avant les années des indépendances. Si à un moment donné de leur collaboration, ils estiment que la collaboration ne peut plus fonctionner parce que, compte tenu des exigences actuelles, la France ne peut pas faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. C'est normal qu'ils décident de changer des paradigmes, de changer des partenaires, c'est tout à fait normal. Leur pays leur appartient. Ibrahim Traoré, quoi qu'on dise, quoi qu'on lui reproche, il a le soutien effectif de son peuple. Ça c'est vrai que quand j'ai dit, je vais parler de légitimité. On peut pas bénéficier du soutien à 100% du peuple. Voilà, il y a une diversité de populations. Après, est-ce que la minorité, est-ce que ceux qui ne sont pas d'accord ont la possibilité de s'exprimer? Là, on ne voit que ceux qui sont d'accord, qui ont pignon sur eux.
là, dans les médias burkinabés, quand on n'est pas d'accord, on sait ce à quoi on est exposé. Oui, mais comme, le Burkina Faso, donc, j'étais en train de dire que c'est un pays souverain qui a décidé d'échanger des partenaires, qui a décidé d'échanger des paradigmes. Il faut lui accorder cela. Il dit qu'il ne veut plus collaborer avec la Mais on France. ne fustige pas l'ancien partenaire, on l'accuse pas de certaines choses. Ça dépend de la façon dont le partenaire est parti, ça dépend de ce que le partenaire faisait. Moi, par exemple, j'ai vu certaines entreprises françaises qui partaient, qui ont détruit tous les véhicules qui étaient dans les parcs automobiles. Quand on parle comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est plus en odeur de sainteté, on rentre en guerre, on devient des ennemis. Et on a vu des campagnes de dénigrement qui sont lancées un peu partout. Ils ont ouvert des grands plateaux sur des grandes chaînes de télévision en train de saboter le Burkina, en train de dénigrer le Burkina Faso. Quand on est en situation de guerre, il faut savoir communiquer pour pouvoir rassurer les populations, pour pouvoir aussi rassurer les troupes qui sont sur le terrain, de sorte que le moral soit vraiment au beau fixe, comme eux-mêmes ils ont l'habitude de le dire, le moral au beau fixe. Mais pendant qu'ils sont en train de combattre et on vient annoncer des morts, ou bien on vient annoncer d'autres choses qui ne sont pas peut-être réelles, on vient annoncer qu'ils tuent des populations civiles, on vient annoncer qu'ils ont fait. Attends, le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont toujours été des pays pauvres. Est-ce que le Burkina n'est pas en urgence alimentaire? Ces pays-là n'ont pas d'ouverture sur l'océan. Ces pays ont des difficultés. Justement. Une balle de DCA tirée paye 3 kilos de riz. Les gens qui n'avaient pas à se nourrir convenablement tous les jours, aujourd'hui, doivent utiliser ces fonds-là pour pouvoir financer la guerre, sécuriser leur territoire. Mais ça fait 2 combats qu'il faut mener. Il faut mener le combat d'abord de la sécurisation. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Il faut le dire. Nous sommes en démocratie. Il faut mener le débat. Le débat est une approche qui permet d'aboutir au développement et à la sécurisation qu'on cherche. C'est en débattant qu'on trouve des solutions. Mais j'ai dit qu'ils ont le droit d'échanger des partenaires. Ils ont décidé de collaborer avec les Russes. Et pour ma part, je trouve que la collaboration se passe relativement bien parce qu'aujourd'hui, les soldats sont rassurés. Et chaque semaine, on a des résultats sur le terrain. Est-ce que vous partagez, Jean-Richard Nguesson, l'avis de Soro Djabiga sur les résultats observés sur le terrain ou observables? Non, pas du tout. Il faut dire qu'il y a une langue de bois qui, au niveau du Burkina Faso, au niveau des autorités, on communique très peu sur les pertes, on communique très peu sur les civils tués. Et il est de la responsabilité, je pense, des médias ou des organisations telles que Human Rights Watch de présenter les faits. Et lorsque les faits sont présentés, c'est ce qui déplaît le plus souvent au pouvoir burkinabé. Et le pouvoir burkinabé rentre dans une sorte de victimisation. Quand on le veut pas, c'est du complot, le complotisme des pouvoirs populistes qui cherchent à haranguer les foules et c'est le discours qui passe et après on accuse la France et on fait appel à la Russie. La meilleure parade. Laurent Monti, justement, on en parlait justement à l'instant, vous êtes avec nous sur ce plateau. Il y a cette incompréhension, cette gêne. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, je prends le cas du Burkina Faso, puisque c'est de cela qu'il s'agit, l'attaque de Mantilla qui a fait des dizaines de morts parmi les soldats. Les médias publics n'en parlent pas. On a reproché à Damiba d'avoir échoué au bout de 9 mois seulement de gestion du pouvoir, après avoir renversé le régime de Roch Kaboré. Et en fait, près de 2 ans, ça n'évolue pas vraiment, visiblement. Ça coince. Alors qu'on a un nouveau partenaire et on a chassé le diable. Votre lecture là-dessus? Alors, ma première lecture, c'est de dire que nous sommes ici assis sur le plateau, c'est climatisé, c'est très bien, c'est bien beau. Je n'ai jamais été au Burkina Faso. Je n'ai jamais été confronté au terrorisme. Donc, je ne sais pas comment je pourrais réagir face au terrorisme. Par contre, on fait des analyses. Et si les Burkinabés ont pris cette décision-là, eux qui vivent la situation au quotidien, ni vous, ni Jean-Richard, ni mon frère Soro ne vivent ça au quotidien, ils ont certainement des raisons objectives de le faire. Le terrorisme, quand on parle de médias qui ne communiquent pas, vous croyez que les médias en Ukraine ils communiquent sur toutes les pertes que les Ukrainiens subissent? Vous croyez que les médias en Russie communiquent sur tout ce qui se passe, sur tous les soldats russes qui tombent sur le front? Lorsqu'on est en temps de guerre, et le Burkina est en temps de guerre, peut-être pas une guerre contre un État, mais c'est une guerre face au terrorisme, et on essaye de... Moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, mais j'explique le principe en tant qu'analyste. Les médias sont tenus de collaborer avec le gouvernement sur ce qu'on peut dire, sur ce qu'on ne peut pas dire, parce qu'on est en temps de guerre. Et on dit bien que l'information, c'est aussi un outil de guerre. Donc, c'est pour dire que on reproche des choses au Burkina qu'on ne va pas reprocher à l'Ukraine, qu'on ne va pas reprocher à la Russie, et que la lutte contre le terrorisme, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un bilan 2 ans après? On a vu la France qui a été au Mali pendant 10 ans. On a aussi vu les résultats. 10 ans. Alors, est-ce qu'en 2 ans, on peut juger aujourd'hui la coopération entre la Russie et le Burkina Faso? Je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais il le disait Soro, les Burkinabés ont le droit de vouloir coopérer avec les Russes. Aujourd'hui, ils sont montés en compétences et en gamme en termes d'équipement militaire. C'est déjà un des fruits de leur coopération avec la Russie. Et il a dit, c'est bien évidemment, on va plus parler des pertes
mais on ne parle pas forcément des gains. On va mettre en avant les pertes, mais on ne met pas en avant des gains. Dans une guerre, il y a des soldats qui meurent, malheureusement. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se permettre aujourd'hui de dire que c'est un échec ou quoi que ce soit. Une guerre, il n'y a pas de, c'est pas une science exacte. Il y a des choses qui se passent sur le terrain, il y a des prévisions, ça peut être contrecarré, mais ils continuent de se battre pour la souveraineté de leur territoire. Parce que c'est de ça dont il s'agit véritablement, que ce soit le capitaine Traoré ou tous les autres de l'AES. C'est vrai qu'ils sont arrivés dans les conditions que nous connaissons, que nous n'approuvons pas. Pour autant, ils ont une mission, c'est de rétablir la souveraineté sur leur territoire. Et donc, qu'ils aient besoin de Wagner, qu'ils aient besoin de vous, Raymond Adji, mais tant qu'ils arrivent à leur fin, c'est le plus important. Maintenant, les choses peuvent être difficiles sur le terrain, il faut leur laisser le temps de voir, et puis ça sera au Burkinabé et pas à nous sur le plateau d'Angers. L'instant qu'ils n'arrivent pas à leur fin, c'est ce qu'on constate tous. Mais vous évoquez tout à l'heure, Soro Djabiga, l'aspect d'un renforcement des équipements militaires, et pourtant, on le dit, on ne cesse de le redire, il semble avoir un problème en termes de retour dans les résultats. Montilla l'a démontré, un épisode dont on n'avait certainement pas besoin, une centaine de soldats tués, malgré toute la logistique qui accompagne les offensives militaires de l'armée burkinabé, qui sont relayées massivement sur les médias publics. On parle de vecteurs aériens qui bombardent des centaines de terroristes tués, et pourtant les zones ne sont pas sécurisées. On a encore des zones qui sont prises dans l'étau terroriste. Et Montilla, 150 soldats qui y vont, une grande partie est massacrée. Au Niger, le 25 juin, on a eu un massacre au niveau de Goutey, à 126 km de Montilla. Mais pourquoi ça ne marche pas, selon vous, malgré les équipements militaires qui sont venus en appoint de la lutte antiterroriste? J'ai envie d'accuser d'autres mains obscures. Malheureusement, je n'ai pas les preuves directes pour pouvoir évoquer cela. Mais quand on accuse Ibrahim Traoré d'enregistrer une telle perte, une perte aussi énorme de 107 soldats, il faut aussi évoquer le fait qu'il y a eu des centaines de soldats qui ont été, de djihadistes qui ont été tués lors d'une attaque. Si je ne me trompe pas, c'était à Caille, je ne sais plus. On n'en parle pas. On ne nous a pas fait une émission spéciale. Il y a des prouesses qui sont enregistrées sur le terrain. Donc, il faut qu'on évite d'organiser ces genres de campagnes. Là, on parle d'un bilan. Il faudrait qu'on se comprenne. Je parle d'un bilan aussi. De quelqu'un qui fait irruption de façon brutale à la tête d'un État, qui promet des résultats dans un délai très court, qui dit dans 3 mois, je vous débarrasse ça. Il a gouverné avec le MPSR 1, il vient, et puis là, on en attend des résultats. Raymond a dit à un angle et il revient chaque fois sur les 3 mois. Non, on parle justement des résultats. Et les 3 mois et les 150 morts. Mais bon, les 3 mois sont passés, mais il y a eu des victoires, il y a eu des exploits qui ont été réalisés. Quel impact sur le terrain? Chaque matin, en tant que journaliste, chaque matin, je fais d'abord la revue de presse et je fais aussi mon monitoring sur les réseaux sociaux, sur les médias. On voit un peu comment les soldats burkinabés aujourd'hui sont ragaillardis. Ils ont acquis une certaine confiance en leur armée, en eux, on les voit. Sur des motos, on a vu le recrutement des VDP. Actuellement, où nous sommes en train de parler, l'armée burkinabé est en train de recruter plus de 1000 soldats. Et là, ils sont en train de recruter encore des officiers. Parce qu'il ne faut pas renflouer seulement les effectifs avec des VDP, mais il faut aussi des officiers. Ils sont en train de recruter des officiers effectivement maintenant. Et l'armée aujourd'hui est passée en grand nombre. L'effectif de l'armée est vraiment augmenté. 2 ans, 3 ans en arrière, on n'avait pas ces résultats-là. La guerre se mène aussi avec les effectifs, mais avec aussi les équipements, ce qu'on appelle généralement la puissance de feu. Donc, je revenais tout à l'heure pour dire qu'il y a quelques mois de cela, ils ont éliminé plus de 400 djihadistes au cours d'une attaque. On n'en a pas parlé. Je vous promets, après le débat, vous pouvez taper, vous allez voir, je ne me rappelle plus de quel... On voit toujours à confusion. Oui. Seulement, le problème, on parle de l'impact, vraiment. C'est-à-dire que si vous suivez l'artisan burkinabé tous les jours, vous le verrez. L'impact... On parle de 200, 300, 1000, 2000 tués, d'accord, chez les djihadistes. L'impact est réel. Mais on parle de l'impact concret sur le terrain. J'ai envie de vous demander... Et puis, il y a la situation socio-économique de ces différents pays-là. Je revenais là-dessus récemment. Que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, que ce soit le Niger. Le climat n'est pas assez clément avec eux. Le Niger, par exemple, le Niger dispose de 8% des terres cultivables, alors que sa population double peut-être chaque 5 ans ou bien chaque 10 ans. C'est compliqué au Burkina, ils n'ont pas d'ouverture sur l'océan. Comment faire le commerce extérieur? Comment fructifier tous ces produits? Comment véritablement... tu vois que c'est compliqué. Donc, quand on tient compte de tous ces éléments-là, de ces paramètres-là, avec la Russie, la collaboration avec la Russie est purement militaire.
D'accord. Voilà, je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire que, je ne suis pas en train de dire que la collaboration avec la France était tout à fait mauvaise. La France a collaboré avec tous ces pays-là pendant plusieurs années. Avec la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, la France continue d'être l'un de nos partenaires. Avant de passer la parole à Jean-Richard, je voudrais juste préciser que avec les États de l'AES, Niger, Mali, Burkina, la France n'a eu de coopération militaire qu'à partir de l'avènement du phénomène terroriste. D'abord avec le Mali. D'abord avec le Mali. En 2012, avec l'opération Serval, puis Barkhane. Avec le Burkina Faso, Barkhane, lorsque le président Roch Kaboré est arrivé. Et avec le Niger, ce fut le cas. Vous voulez rectifier une information? Quand vous parlez de coopération militaire, il faut bien savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est une intervention pour régler un problème de terrorisme, parce qu'avant ça, l'armée française coopérait bien avec l'armée malienne, etc. Je parle pas de... Là, vous parlez de lutte contre le terrorisme. Quand on parle de coopération interarmée, la coopération, elle date même des indépendances. Ce sont des pays qui elle date même des indépendances quand on parle de coopération militaire. Donc, on sait que le Mali de Modibo Keïta était plutôt très proche de la Russie, de l'URSS à l'époque. Ils étaient même carrément du côté de l'Est à l'époque. La France coopère avec le Niger depuis bien longtemps, donc c'est pas maintenant c'est un dispositif différent que de lutter contre le terrorisme. Là, vous parlez de l'opération Serval, c'est une opération. Sinon, il n'y avait pas de présence militaire française dans ces pays, ça au moins c'est clair. Maintenant, Jean-Richard Nguessan, est-ce que vous parlez, si c'est le cas, est-ce que vous parleriez, d'accord, est-ce que vous parleriez d'échec du capitaine Traoré dans le cas d'espèces du Burkina Faso avant de s'étendre sur d'autres pays? Ce que moi je souhaiterais relever, c'est cette volonté du capitaine à s'arc-bouter au pouvoir, à s'enraciner dans le pouvoir. Non, mais non. Et c'est vrai que des promesses ont été faites. Il y a cette volonté de sécuriser le Burkina Faso. Mais ce qu'il nous est donné de voir, c'est tout à fait le contraire. Mais vous avez été là-bas? Permettez-lui de finir son argumentaire. Après, on a la possibilité de discuter avec certains confrères au Burkina. Il y a des Burkinabés avec qui on échange tous les jours. L'année dernière, j'étais au Burkina. Il y a 2 années, j'étais au Burkina. Oui. J'ai discuté avec quelques amis qui sont au niveau du Burkina. Il faut dire que le pouvoir est en train de devenir un pouvoir de plus en plus autoritaire. Tout ce qui est voie contraire à la voie des militaires est mis. C'est-à-dire, vous n'avez plus la possibilité de critiquer ce que le pouvoir fait. Et là, on tombe dans un pouvoir autoritaire qui ils veulent garder le pouvoir. Et ça, je pense que c'est dommage. On peut réagir? Nous sommes pratiquement au terme de... Enfin, parlons de ce sujet bien de façon précise. Quand même 1 minute de réaction, pourquoi pas? Oui, c'est que Jean-Richard évoque... Je sens que Soro Djabiga aussi a envie de rebondir. Ce que Jean-Richard évoque, il y a une part de vérité. Ce sont des attitudes qui sont inhérentes à toutes les situations de guerre dans tous les pays. On ne peut pas être en train de mener la guerre, en train de combattre des factions pour pouvoir sécuriser le territoire. Et au même moment, on est critiqué, on est combattu en éteigne. La réaction est vraiment... Combattu, donc lorsqu'on dénonce ce massacre, 6 mois dans mon village... des djihadistes sont venus massacrer mes parents. Alors si je le dénonce, alors je suis contre mon pays. Non, c'est pas le cas. Au Burkina Faso, au Burkina Faso, il y a des mouvements citoyens qui exercent. Moi, je suis le journal télévisé au Burkina Faso. Jusqu'à présent, il y a des mouvements citoyens qui exercent, qui soutiennent des activités sociales. Je vous promets, moi je suis le journal télévisé de LTB, mais vraiment régulièrement. Oui, parce que je suis épris de l'actualité. Je suis toujours content d'écouter le frère Bienvenue Tansa qui fait les reportages. Donc, je suis le reportage. Je vois des mouvements citoyens qui exercent, je vois des associations de société civile qui exercent sur le terrain. Effectivement, il y a des dérapages. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est inhérent à toutes les situations de guerre. Mais vraiment, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas diaboliser la chose. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de réaliser des progrès sur le terrain. Nous sommes en situation de guerre et les situations de mort, de tout, c'est dans les deux sens. Il n'y a pas que dans un seul sens, sinon la guerre serait déjà finie. Il a échoué, oui ou non, rapidement? Il n'a pas échoué, il continue de défendre le territoire. D'accord. Laurent Monti? Non, moi je voulais simplement dire que même dans des régimes démocratiques, il n'y a pas de putsch. Dans certains pays, c'est difficile même de s'exprimer. Parce que certains sont jetés en prison et on le voit régulièrement. Donc, suis mon regard. Bon, je ne sais pas où va votre regard. Mais lorsqu'on est dans une situation de guerre contre le terrorisme, c'est un peu normal. Parce que, et je reviens là-dessus, la guerre médiatique prévaut.
dangereuse même que les guerres militaires. Et sortons du cadre du Burkina Faso. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous allez en Ukraine, vous allez poser le même débat. Vous allez dans certains pays qui sont aujourd'hui en crise, vous allez poser le même débat. Est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il n'a pas réussi? On ne peut pas faire le bilan maintenant. Parce qu'il est en train de se battre pour y arriver. Enfin, je veux dire que c'est lui qui avait estimé que l'autre avait échoué au bout de 9 mois. Il faut savoir d'où on vient, d'où vient l'armée burkinabé, où est-ce qu'elle est en train d'aller. On peut regarder le point d'étape aujourd'hui. On peut faire une cartographie, une photographie aujourd'hui. L'armée burkinabé est plus équipée, il y a des recrutements dans l'armée, oui, il y a des échecs, mais il y a aussi des réussites. D'accord. Même s'il faut rappeler, et on ne cesse de rappeler les échecs, il avait estimé que Damiba avait échoué. Il revient à chaque fois sur son angle, je vous ai dit. C'est l'angle qu'on doit mettre en On avant, va forcément, pour montrer qu'il n'a conclure pas justement, réussi. peut-être en quelques secondes. Parce qu'il a quitté la France. On nous reste peut-être 30 secondes. et à Il peine faut pour saluer, boucler c'est ce vrai, sujet. les quelques progrès qu'il y a au niveau du Burkina Faso, mais les promesses, pour ma part, n'ont pas été tenues. Très bien. Alors, deuxième sujet donc à l'heure du jour de ce numéro de Devoir de vérité, armée française en Afrique, l'inévitable départ. Tout récemment, des échos encore non confirmés en provenance de Paris, qui ne sont pas encore confirmés, mais qui ont été relayés par une certaine presse française, font état de ce que la France s'apprêterait à réduire de façon significative ses effectifs en Afrique, pour les niveler à environ 600 hommes sur l'ensemble de ses bases militaires sur le continent, Gabon, Djibouti, Côte d'Ivoire, un peu partout. Soro Djabiga, comment est-ce que vous percevez justement l'évolution de cette présence militaire-là dans nos pays, alors qu'elle est de plus en plus contestée par des milieux souverainistes qui estiment que cela est la matérialisation donc de la domination de la France sur nos États? Vous avez parlé d'évolution. L'armée française évolue sur quel territoire? En Afrique. Elle était au Burkina, ils nous ont chassés. Je parle de l'évolution de sa présence Oui, oui. militaire. L'armée française était au Burkina, elle a été chassée au Burkina, elle a été chassée au Mali, au Burkina et au Niger. Au Tchad, il y a des soucis. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que l'armée française se sent à l'aise aujourd'hui. Et au Gabon. Et au Gabon. Et on va revenir sur la question. Quelles sont les Puis au prouesses? Sénégal aussi. Quelles sont les prouesses? On demande à réduire les effectifs là-bas encore. Quelles sont les prouesses que l'armée française a pu réaliser depuis les années de son implantation dans ces territoires-là jusqu'à présent? Les prouesses sur quel temps? Je peux dire que le bilan, je peux dire que le bilan de l'armée française sur ces territoires-là n'est pas reluisant. Elle a été accusée un peu partout, même en Côte d'Ivoire encore, où elle se sent vraiment à l'aise, où l'armée française est en odeur de sainteté avec les autorités actuelles, mais l'armée française a été régulièrement critiquée. Elle était vraiment critiquée. On l'a accusée d'être du côté des rebelles pendant la crise pendant la crise de 2002 que la Côte d'Ivoire a traversée. Au Mali, l'armée française a été accusée d'être du côté des djihadistes. Au Burkina, c'est pareil. Au Niger, c'est pareil. Mais pourquoi à chaque fois, c'est le même camp qui est toujours accusé des mêmes choses? Pourquoi le même camp est toujours accusé des mêmes effets? Tout récemment, il y a une vidéo, je ne sais pas si elle dit qu'elle a fuité, du président du GEOS, qui est un général de l'armée française, qui expliquait comment est-ce qu'ils doivent rebondir pour pouvoir établir leur influence en Afrique et notamment à partir de la Côte d'Ivoire. Et j'emploie ce terme, il a dit les Afriques, parce que selon lui, il y a 4 Afriques. Il a cité les 4, ils ont délimité l'Afrique. Comme ils l'ont toujours fait, ils ont balkanisé l'Afrique. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ils installent, selon leur explication, un camp à Abidjan et un autre camp à Toumoudi, pardon, excusez-moi. Et on parle d'un pays souverain. Après plus de 60 ans d'indépendance, des gens s'asseyent chez eux et ils voient comment ils vont implanter leur armée dans un pays souverain pour pouvoir influencer et impacter d'autres pays. Attends, mais c'est injurieux, je trouve ça insultant pour nous. Quand on est souverain, on n'a pas besoin d'un autre pays pour venir s'implanter dans son territoire pour assurer sa sécurité. Est-ce que les États-Unis, une question, et vous en tant que journaliste, vous savez que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont une base militaire en Allemagne, justement, dans une perspective géostratégique, face à la montée en puissance de l'ogre soviétique à l'époque. Et avec l'OTAN aujourd'hui, ça se voit, les Américains ont des présences militaires en Roumanie, en Pologne, un peu partout. Qu'est-ce qui vous choque justement de façon précise? Est-ce que le fait que les Américains soient là-bas, tout comme ils sont aussi en Corée du Sud, justement pour faire barrage à l'influence russe, est-ce que cela vous choque? Ces implantations stratégiques militaires apportent des germes de guerre. Et c'est ce qui a engendré la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
C'est des choses qu'il faut... Alors pour vous, justement, vous ne souhaitez pas que notre puissance s'installe dans notre pays militairement. C'est des choses qu'il faut proscrire. Mais après, on parle de coopération. Donc très bien. Allez-y, Jean-Richard. Oui, c'est du maquillage. Le thème coopération, c'est du maquillage. Alors l'Allemagne également est sous tutelle américaine. Non, l'Allemagne n'est pas forcément sous tutelle américaine, mais comme je l'ai dit... Et la Corée du Sud également. Je l'ai expliqué hors plateau. Depuis des années, les grandes puissances ont compris qu'il faut utiliser d'autres sous-puissances. Il faut déléguer des pouvoirs à d'autres sous-puissances à partir desquelles on pourra continuer d'influencer d'autres territoires. Et le positionnement des États-Unis en Allemagne, c'est un positionnement stratégique pour pouvoir exercer et viser d'autres pays qui sont proches de l'Allemagne. Et c'est ce qui s'est passé en Cuba, c'est ce qui se passe aussi en Ukraine. Il y a mon frère qui... Non, Jean-Richard est en train d'intervenir. Assez rapidement, est-ce que notre volonté de souveraineté doit nous faire perdre de vue et fête? Quelle fête? L'armée française... Permettez-lui de finir. L'armée française, qu'on le veuille ou pas, est une puissance militaire. C'est pour eux. Qu'ils soient puissants sur les territoires. Permettez-lui de finir. Permettez-lui de finir. C'est son argument. Et aujourd'hui, on est dans une atmosphère sécuritaire où le djihadisme essaie d'étendre ses tentacules dans nos différents États. Et la France, qu'on le veuille ou pas, est une puissance. Et elle peut nous aider, pourquoi pas, à enrayer le phénomène djihadiste. Est-ce qu'on doit se départir de la France en parlant forcément de souveraineté? On peut s'appuyer sur la France. Permettez-lui de finir. Est-ce que vous avez terminé? C'est humiliant. C'est à croire que l'armée française n'a plus de place pour pouvoir accueillir ses effectifs. On les chasse partout. Mais c'est humiliant, c'est un manque de dignité. Recevez vos soldats, vous les avez implantés dans certains pays et à un moment donné, la collaboration n'avance plus. Recevez-les. La lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, elle doit commencer par une unicité d'action entre les pays de la CEDEAO, de la sous-région. Dès qu'on a intégré cela, on n'aura même pas besoin de l'action ou bien du soutien d'une grande puissance. Mais c'est peine à se mettre en place. Mais ça n'a pas fonctionné parce que la France avait la main derrière. C'est pour la CEDEAO. Non, mais monsieur, je peux répondre à Jean. Oui, je me permets. Permettez. Non, je voudrais juste apporter une précision. Le G5 Sahel a donc échoué. Pourquoi? Par manque de financement. Par manque, non, mais franchement, c'est juste ça. Je vous prie de revisiter l'actualité. Parce que les États n'avaient pas suffisamment de moyens financiers. Ils ont fait appel, donc, y compris le Nigeria, appel à la France sous François Hollande. Parce qu'ils avaient besoin de capitaux aux États-Unis, et aux États-Unis pour pouvoir implémenter une action commune pour lutter contre le terrorisme. Encore que la CEDEAO avait également déployé donc des troupes au Mali pour combattre le phénomène du terrorisme. Allez-y. Je veux répondre à Jean-Richard. Vous dites que la France est une puissance, donc elle a le droit d'être en Côte d'Ivoire. La Russie aussi est une puissance, elle a le droit d'être au Mali. Donc arrêtez de s'offusquer. Premièrement, il faut dire une chose, les États sont souverains. On parlait des bases militaires en Allemagne, des bases militaires américaines en Allemagne. Mais l'Allemagne fait partie de l'OTAN. C'est une alliance de pays ils sont dans une alliance militaire. L'OTAN est une alliance militaire. Donc les bases militaires en Allemagne ne se font pas sans l'accord des Allemands. Je crois que si les Allemands décident aujourd'hui de faire... Mais la présence des bases militaires se fait avec l'accord de nos États. Attendez, j'en viens. Il y a une question de souveraineté. Ils sont dans une alliance militaire. Donc, ils ont accepté que les Américains soient là. Et il y a beaucoup d'États baltes. Et ça répond d'ailleurs, il a dit tout à l'heure, une logique d'influence et de projection de force. À quel moment nos États, en 1960, au sortir des indépendances, pouvaient dire non à la France, on ne veut pas de votre base militaire? Donc l'indépendance a été Tous octroyée. les présidents qui ont dit non à la France à ce moment-là, on sait ce qui leur est arrivé. Donc aujourd'hui, on est en 2024. On est en 2024. Modibo Keïta on en reviendra. On est en 2024. Comme disait un ami, comme dire un ami, quand il n'a pas envie de répondre à un argument, il dit je viens. Donc je viens. Pour dire aujourd'hui que nos États sont souverains. On ne peut pas être aujourd'hui en 2024 avec les mêmes paradigmes que 1960. Ce n'est pas possible. Et ça, tout le monde peut le comprendre. Alors, dans ce cas-là, accepter qu'il y ait une base militaire ivoirienne en France. Donc, aujourd'hui, c'est une question d'intérêt. Et il faut comprendre que... Je termine. Il faut comprendre que les États, ça, on doit le comprendre une fois pour toutes, ils ne sont pas là en Afrique pour nos beaux yeux. Ils sont là pour défendre leurs intérêts à eux. Donc, quand ils mettent une base militaire au Gabon, en Côte d'Ivoire, moi, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est tout à fait normal. Moi, si je suis président français, je ferai exactement la même chose. Si vous me laissez faire ce que je veux dans votre pays, moi, je ne vois pas pourquoi on va s'en offusquer. Donc, quand ils mettent une base militaire au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc., c'est par rapport d'abord à leurs intérêts à eux, à leur logique de projection de puissance et de pouvoir intervenir sur des théâtres d'opération bien précis. Par exemple, là, pour le coup, au Gabon, il y a eu des accords, il y a eu des négociations pour que la Chine puisse installer une base navale au Gabon.
Et donc, le coup d'État a tout remis en cause. Et il y a des discussions aujourd'hui, il y a des pressions qui sont mises sur le Guy pour qu'il refuse cet accord-là, etc. Donc, les États, normalement, projettent leur puissance. C'est tout à fait normal. Maintenant, le débat autour de la France relève du fait qu'il y a toute une histoire coloniale. Si la France n'était pas notre ancienne puissance colonisatrice, le débat se poserait peut-être autrement. Aujourd'hui, les États africains sont en quête de souveraineté. Et lorsque vous voyez, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, il y a eu des troubles et qu'on voit l'armée française tirer aussi des Ivoiriens, on peut se poser des questions. Et de questions de souveraineté, on imaginerait mal l'armée ivoirienne, des troubles en France, en train de tirer sur les Français. Les Français se poseraient la même question. Ce qu'on a accepté pour les Français, il faut l'accepter pour les Africains. Maintenant, si la Côte d'Ivoire veut coopérer avec la France et qu'elle trouve son intérêt, tant mieux. Tant mieux. Maintenant, si d'autres pays aussi veulent que la France parte, on doit aussi l'accepter. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Une question de souveraineté, de réciprocité. Base militaire française en Côte d'Ivoire, base militaire ivoirienne en France. Pour respecter le principe de réciprocité. Je pense que depuis les années 60, notre société a connu beaucoup d'évolutions, il y a eu de nombreuses mutations, les chefs d'État se sont succédés. Et si la France est aujourd'hui assez présente à travers des bases militaires dans nos différents États, c'est avec l'accord de nos autorités. C'est ce qu'on dit, bien sûr. Avec l'accord de nos autorités. Un accord motivé. Et je pense que ces accords-là apportent, c'est vrai à la France, mais aussi à nos États. Parce qu'il y a de la coopération. Il y a de la coopération. Mais on peut coopérer sans base militaire. Il y a de la coopération. On peut avoir de la coopération sans base militaire. Permettez-le de finir. Non, mais nos États acceptent qu'il y ait ces bases militaires. C'est aussi ça la souveraineté. Quels États? Nos États, il y a aussi des Ivoiriens qui ne veulent plus. Il y a des Sénégalais. Par exemple, aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui disent qu'ils ne veulent plus de base militaire, de la base militaire française. Permettez de finir. Il y a aussi des Burkinabés qui veulent de la présence militaire française. Voilà. Donc, quand vous dites nos États, c'est qui? On dit nos États. Donc, l'Allemagne. On parle de nos gouvernants. Donc, accepter que les gouvernants burkinabés acceptent aussi. On leur a pas nié même l'Allemagne. On leur a pas nié ce droit. Allez-y, Jean-Richard. Pour finir sur ce point, il appartient à nos États de décider si elles veulent ou pas la présence des bases militaires dans leurs différents pays. C'est assez simple. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait une fixation sur la France. C'est une question de base militaire. C'est une question de principe. Quand on aspire à être des États souverains, pourquoi accepter que des puissances viennent installer leur armée alors qu'on a des armées? Pourquoi ne pas utiliser des moyens pour pouvoir former nos soldats, les équiper et puis assurer la sécurisation de nos territoires? Parce que quand on vient implanter une base militaire dans un pays, ça ne va pas sans les renseignements. Ils vont s'imprégner de tout ce qu'on fait au plan économique, au plan diplomatique, au plan politique, à tous les niveaux. Mais pour ça, vous se posez cette question justement sur le cas de l'OTAN. L'OTAN que Laurent Montier évoquait tout à l'heure, qui est une organisation qui est la manifestation de l'hégémonie militaire et géostratégique américaine dans le monde. L'OTAN est présente en Allemagne, en Roumanie, dans les pays baltes justement. Tous ces pays-là sont sous le parapluie militaire américain. Le Japon, pareil, avec l'Oxus, avec l'Australie, donc ce triangle-là, pour lutter contre l'avancée des pays du bloc de l'Est, contre leur influence géostratégique. Non, c'est le cas. Parce que c'est dans ce cas que l'Oxus a été formé. C'est pour cela que nous avons justement été formés. Alors, justement, est-ce que ici on peut parler de déni de souveraineté? Oui, je vais donner l'exemple de l'Allemagne qui est en train de réaliser un grand travail en Côte d'Ivoire dans le cadre de la formation politique des jeunes. Non, revenons justement, la question elle est précise. Par rapport à la politique américaine, avec l'OTAN qui lui sert donc d'instrument de domination militaire dans le monde. On a parlé du Japon, où elle est présente, de la Corée du Sud. Elle vient de former l'Oxus avec l'Australie, dotée donc l'Australie même de sous-marins nucléaires à propulsion nucléaire, un truc comme ça. On a parlé même de l'Allemagne, des pays baltes. Est-ce qui ne respire militairement que par les États-Unis aujourd'hui? Est-ce que c'est ici, vous parleriez de déni de souveraineté dans ces pays? Oui, et ça dépend du camp dans lequel je me trouve. Si je me trouve du côté des Américains, en tant qu'Américain, c'est tout à fait normal que mon pays utilise ce genre d'outils-là pour pouvoir établir son influence à travers le monde entier et générer beaucoup de moyens et beaucoup de puissances matérielles et immatérielles. Quand je me retrouve, par exemple, dans le camp des pays dans lesquels on vient implanter ces différents camps-là, j'ai parlé de déni militaire, j'ai parlé d'abus même. C'est un abus.
C'est un abus et ça envoie Donc la vous seriez guerre. japonais, vous estimeriez que les Américains n'ont pas leur place dans votre pays militairement. Bien évidemment. D'accord. Bien Est-ce évidemment. que la présence répondre à votre militaire question? empêche J'aurais le compris. développement économique? On va lui permettre de... Pourquoi aller s'implanter dans de- le pays des gens? Alors, juste Ah, pour justement. répondre sur l'Allemagne, sur le Japon, il y a bien une raison pour laquelle les Américains sont présents. Bien sûr. Les Américains ont vaincu les Japonais. Pour ne pas Oui. que l'armée japonaise se régénère, ils leur ont imposé leur présence militaire avec des conditions très strictes. Et c'est la même chose avec l'Allemagne. Est-ce un déni de souveraineté ou Oui, non? c'est un délit de souveraineté. Parce que D'accord. vous ne pouvez pas. Après, encore une fois, moi je dis les bases militaires. Tant qu'il y a une coopération que moi je trouve mon intérêt, par exemple, qu'il y ait une base militaire chinoise au Gabon parce que ça va m'apporter X, Y chose, c'est mon droit souverain d'accepter que les Chinois viennent s'installer sur mon territoire. Mais encore une fois, il faut savoir, comme je le disais, que derrière, vous aurez de l'espionnage, vous aurez certes de la coopération, mais même déjà sans base militaire, il y a de l'espionnage. Donc moi je considère que aujourd'hui, l'Europe, et ça c'est un sujet qui est vraiment présent en Europe, quand on parle de l'autonomie stratégique européenne, de une politique de défense européenne, Tout à parce fait. qu'aujourd'hui ils sont sous domination américaine, et on remarque que parfois les États-Unis, en fonction de qui est au pouvoir aux États-Unis, vous pouvez avoir le soutien des États-Unis ou pas. Donc par conséquent, pour pouvoir assurer votre souveraineté, vous devez pouvoir jouir et vous faire évoluer votre outil de défense. Donc, moi, je considère que c'est véritablement une question de souveraineté. Est-ce qu'il y a plus grand moyen de jauger la souveraineté d'un État que lorsqu'il maîtrise totalement son territoire et son outil militaire? Donc, moi, je considère que c'est un outil de souveraineté. Et encore une fois, les bases militaires ne sont pas, un véritable problème pour moi en tant que géopolitologue, parce que ça dépend des accords que vous signez avec le pays concerné. Encore une fois, je remarque simplement qu'il n'y a aucune base militaire étrangère aux États-Unis. Allez savoir pourquoi. Ok, très bien, Jean-Richard Nguessan. Moi, je souhaiterais dire qu'en aucun cas, la présence d'une base militaire peut empêcher le développement d'un pays. Bien au contraire. Il faut... Non, on ne parle pas de développement. Permettez-lui de finir. Hein. Au-delà même de la souveraineté. Aujourd'hui, on observe que dans certains États, ils ont crié à la souveraineté. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques mois après? Ils ont fait appel à des Russes. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on est appelé à coopérer, à avoir des présences extérieures, des plus forts que nous. Et la France est une puissance, comme je le disais tantôt. La Russie Et aussi. La Russie, mais Permettez-lui de finir, justement. en aucun moment, je ne dis que la Russie n'est pas une puissance militaire. Avoir la présence de ces différents pays, Moi, je de défends ces, pas la Russie, différentes, hein, de ces différentes bases militaires-là, pour moi, ne pose aucun problème. C'est vrai qu'on parle par moment de Aucun souveraineté. problème, c'est quand même trop dire. C'est vrai qu'on Allez, parle de c'est son souveraineté. point de vue, c'est on son parle point de de vue, faut le souveraineté. respecter. Après, un État peut être sans base militaire. On peut ne pas être dans la En fait, souveraineté. j'ai envie de poser la question, justement, avant pas justement parler. que vous ne poursuiviez, déjà faire remarquer que nos États ici en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, se sentent certainement à l'aise avec la présence militaire française à l'intérieur de leurs frontières. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore demandé le départ de l'armée française. C'est notre cas ici en Côte d'Ivoire. C'est le cas du Gabon qui ne l'a pas encore fait. C'est le cas du Sénégal. Donc on considère que pour le moment il y a une compatibilité. Seulement, si cela s'avérait, que la France actuellement chercherait à réduire encore ses effectifs en Afrique, militaires en Afrique, comment est-ce que vous l'interpréteriez, Jean-Richard? Moi, pour ma part, ça serait une bonne chose. Parce que ça permettrait à la France de soigner aussi son image. Parce que depuis plusieurs décennies, il y a eu des chansons, on se rappelle du célèbre titre d'Alpha Blondy, Armée française, allez-vous-en de chez nous, qui a été repris dans plusieurs manifestations, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les pays... Au Togo, au Gabon, même à l'époque. Donc la France, pour soigner son image, peut aussi décider de retirer carrément ses bases militaires. Mais pourquoi retirer vu que ça ne pose aucun problème selon vous? Pour soigner son Ici, image. on vous parle. Donc son image est malade. Il y a des critiques, mais pour ma part, ça ne pose aucun problème. D'accord. Moi, Très bien. Je voulais rebondir sur ce que Jean-Richard disait. Quand on parle de Sur la volonté, parlons justement, parce qu'on est là, on est pratiquement au terme de notre émission, de la volonté de Paris, si elle était avérée, encore je précise, si, de réduire ses effectifs militaires sur le continent. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est une bonne chose pour Paris, pour son image, comme il a dit tout à l'heure. Chaque fois, je relativise quand je fais mes analyses. Mais aussi pour nous, les pays africains, ça serait une très bonne nouvelle pour nous. Il faut que Paris retire tous ces éléments. Nous sommes dans des partenariats gagnant-gagnant. Quand la situation exigera qu'on demande de l'aide à la France ou à X ou à Y, on va venir vers eux. Vous leur dites, bon, on a besoin de telle assistance. Voilà ce qu'on voudrait, voilà ce qu'on vous propose. C'est ce qu'on appelle un partenariat gagnant-gagnant à partir d'un pays souverain. Quand on parle de souveraineté,
la souveraineté fait appel à 3 éléments. Un chef d'État élu, une population et un territoire. Aujourd'hui, quand la France ou bien les États-Unis ou encore la Russie passent s'implanter quelque part, elle occupe une portion d'un territoire. C'est comme s'il y a une présence étrangère sur ces territoires-là. C'est pas comme si hier. Oui, on ne peut plus parler de souveraineté. Sauf si c'est un partenariat, c'est un appel qui a été formulé, qui a été dûment formulé par... Mais cela a été fait par nos Comme États. du Mali. Oui, mais Comme ce fut le cas du Burkina, comme ce fut le cas du Niger, Je suis d'accord. comme ce fut leur cas. Ils ont été appelés en 2013. Il n'y a pas eu d'accord. Ils ont été Voilà, appelés en justement. 2013. Après, on ne veut plus de vous, mais allez-y. Mais en 1960, qui les appelait? S'il y a eu un accord de coopération, si nous remontons ici, Avec qui? Avec qui? avec nos États. Ah, d'accord. Je vous prie de retourner vos archives, c'est très important parce qu'il y a des accords de coopération. Le Mali, la France est invitée au Mali Des avec... accords menés par Jacques Faucard, le très On a démocrate. Toujours va-t-il que Jacques Faucard ou Pierre ou on a entendu Paul, dernièrement la France dit, voilà, la France ce dit sont des accords de coopération. qu'elle allait venir avec cette fois-ci une puissance de feu pour venir s'imposer en Afrique parce qu'elle décide de changer de paradigme parce que toutes les techniques qu'elle a essayées. Une puissance de feu, elle a dit où? Oui, ils ont dit qu'ils allaient venir avec ils allaient venir s'imposer en Afrique. On peut avoir la référence. Il faut taper, c'est une déclaration de Macron. Ils étaient à un panel. Ils l'ont dit? Je viens. Le président Macron l'a dit. Mais tu t'es calme, tu me écoutes parler. Non, je vous demande les... Ils étaient à un panel et ils ont décidé de changer de paradigme parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils avaient essayé jusque-là pour pouvoir établir leur influence dans la sous-région ouest-africaine n'a pas marché. Là, ils allaient venir s'imposer. Et en réponse, Ibrahim Traoré a réagi pour dire qu'ils sont prêts, qu'ils les attendent, et qu'ils avaient commencé à recruter des éléments pour pouvoir renflouer leurs effectifs et à s'équiper aussi. Ça, c'est une réalité. Et le président Macron l'a dit, enfin c'est vrai que c'est un peu flou, mais il a dit qu'il allait renforcer donc la puissance de feu de l'armée française en Afrique. Il n'a pas employé le thème puissance de feu, mais c'est une interprétation que je fais. Mais il a dit qu'ils allaient venir avec une autre manière, une autre approche, une approche militaire, ils allaient s'imposer. Et il a dit c'est réel. Il allait s'imposer. D'accord, on aura le temps de vérifier tout ça. Je peux... Allez-y, Alors, moi, je veux juste dire par rapport à la question que vous avez posée sur la question du redéploiement de l'armée française ou des effectifs. Ils se sont rendus compte, les Français, que eux, ils investissent sur la sécurisation. En tout cas, ils jouent aux gendarmes, pendant que la Chine et tous les autres pays remportent tous les contrats. Et donc, au final, ça ne leur rapporte pas tant que ça. Donc, pour qu'un pays puisse se développer, il faut une sécurisation. Donc, la France sécurise et la Chine vient prendre l'argent. Donc, par conséquent, en tant que, si j'étais en tous les cas stratège français, il faut effectivement redéfinir la présence militaire française en Afrique. Est-ce que ça doit être juste baisser les effectifs ou, comme on a proposé par exemple avec le Gabon, d'utiliser de façon commune la base militaire française qui est présente, le camp de Gaulle comme ça s'appelle, et de faire en sorte qu'il y ait des formations, etc. Parce qu'effectivement, c'est un endroit fermé, vous ne savez pas ce qui s'y passe. C'est véritablement une enclave militaire sur votre territoire. Donc moi je considère qu'aujourd'hui, Jean-Richard l'a dit, pour redorer son image, étant donné que les opinions publiques sont majoritairement, je parle sous votre contrôle, sont majoritairement contre la présence militaire française en Afrique, parce que pour des questions de souveraineté, je pense que la France gagnerait à comprendre les logiques qui sont en train de conduire aujourd'hui les opinions publiques africaines et de se dire que peut-être qu'il faudrait réfléchir à comment soit enlever nos bases, soit procéder à un transfert de bases ou de compétences, mais en tous les cas réduire l'influence militaire de Paris. Et moi, je dirais même, et ils l'ont dit à chaque fois, qu'on va maintenant miser sur la société civile, on va maintenant miser sur la coopération culturelle, etc. Ce sont des annonces qu'on a du mal à voir concrètement sur le terrain. Voilà. Moi, je tentais de parler de l'exemple de l'Allemagne qui n'a pas un travail considérable en termes de formation. Il y a plusieurs instituts de formation, je n'ai pas fait de publicité, allemandes, qui exercent aujourd'hui. Je suis moi-même pu produire un alumine d'un institut de formation allemand. Est-ce que l'Allemagne... Est-ce que l'Allemagne... Je vais chuter. Est-ce que l'Allemagne a eu besoin d'implanter des camps militaires en Côte d'Ivoire pour pouvoir établir son influence? Je vous promets... Justement, je vous promets que vous pouvez parcourir plusieurs formations politiques en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit toutes les formations, il faut relativiser. Vous allez trouver des jeunes qui sont des puits produits des formations politiques allemandes. Mais l'Allemagne n'a pas eu le temps, elle n'a pas eu besoin d'implanter des camps militaires pour pouvoir réaliser ses programmes. Pourquoi la France veut forcément s'établir? C'est une puissance coloniale. C'est l'ex-puissance coloniale. La colonisation est terminée, ça fait plus de 60 ans. Ok, si au moins vous le savez, c'est bon. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Ce que je veux dire, c'est que justement, parce qu'il est libre, elle est terminée, donc la présence militaire française dans nos pays résulte de la volonté de nos gouvernants. C'est ce que je veux dire. Des gouvernants que la France a contribué à installer.
Non, Enfin, vrai ça, qu'elle c'est résulte vous qui le dites. elle résulte la volonté des C'est gouvernants. vous qui le dites. Aujourd'hui, Après, il y a eu c'est beaucoup de- relatif. Il y a eu beaucoup de On aurait aussi changements pu dire après. que les gouvernants, que la Russie a contribué à installer ailleurs. Je veux dire que c'est bon très relatif. Ce que je veux faire Oui, non, remarquer, c'est la même- simplement- c'est la même chose. Voilà, c'est qu'après, ce sont les gouvernants qui décident. Ou la Chine, ou voilà, ce sont les gouvernants qui décident Donc les de gouvernants du Burkina d'implanter Faso ou pas. décident alors. Ok, très bien. On va donc conclure avec ce dernier point en quelques minutes chacun, peut-être une minute chacun au maximum. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de la coopération militaire française en Afrique? Rapidement, 40 secondes, je pense que c'est suffisant. Laurent Monti. Moi, je pense qu'il faut, on parlait de rapport gagnant-gagnant et surtout de respect. Aujourd'hui, on a eu une phase où les choses étaient imposées aux États africains et aujourd'hui, il faut plutôt aller vers les véritables besoins de l'Afrique. Si l'Afrique a besoin, quand on parle de l'Afrique, encore on parle des anciennes colonies françaises, il faut partir sur nos besoins à nous. En fonction de nos besoins, on adapte la coopération. Parce que c'est ça en fait en réalité, c'est ça le véritable du problème. Quels sont les besoins de nos États en termes de sécurité? Est-ce qu'on a besoin de militaires sur notre territoire? Oui. Ok. Si on n'en a pas besoin, on a besoin de quoi? On a besoin d'équipement, on a besoin de choses, on a besoin de renseignements. S'il faut partir vraiment sur des coopérations vraiment ciblées qui répondent à nous, nos besoins. Et si nos besoins ne rencontrent pas une présence militaire sur notre territoire, eh bien on arrête cette coopération-là et on l'oriente justement vers nos véritables besoins en termes d'équipement, en termes de renseignements, en termes de drones, etc. Très bien. Donc c'est ça qu'il faut faire. Jean-Richard Je Nguesson. salue ce point de vue de Laurent Monti. Ah Oui, je salue ce point Enfin, de vous vue. êtes d'accord. Il a parlé tout comme le Enfin, vous confrère êtes de d'accord. rapport gagnant-gagnant. Si la présence militaire, si les bases militaires dans nos États profitent à nos États, autant les garder et poursuivre la coopération avec ces différentes bases tout à fait. militaires. Si. Parce que par moment, on donne l'impression que ces bases militaires n'apportent rien à nos États. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire a un bilan plutôt réussi en matière de lutte contre le terrorisme. Grâce Et aux bases- pourtant, grâce aux bases militaires pourtant, françaises. ces bases militaires contribuent par moment dans la Depuis, formation, avec les tentatives à la d'incursion depuis formation. 2020, des groupes djihadistes qui ont échoué à Il y a- s'implanter dans le nord de la Côte d'Ivoire Et ces avec bases la coopération militaire militaires Le française Ghana n'a en Côte aucune base d'Ivoire. militaire sur son territoire et il s'en sort tout aussi bien. Très bien. Soro Djabiga, 30 secondes. J'aimerais dire que la présence militaire française en Côte d'Ivoire doit se faire en toute souveraineté et en fonction des besoins de la Côte d'Ivoire. Et ça doit être des partenariats gagnant-gagnant. D'abord, il faut que la France rappelle d'abord ses troupes. Il faut qu'on recommence tout à zéro. Vous ne voulez plus voir de base militaire Non, française en Côte il d'Ivoire. faut d'abord que la France parte. Qu'elle rappelle ses Faire table troupes. rase d'abord. Voilà. Et qu'on les rappelle on, plus tard. fait l'état des lieux d'abord de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. C'est son point de vue. En Côte d'Ivoire et au-delà de nos frontières, on fait l'état des lieux. Effectivement, il y a des problèmes. On a récemment vu des incursions sur nos territoires, au nord, notamment à Doropo, un peu partout. On fait l'état des lieux. On fait l'analyse situationnelle pour comprendre véritablement pourquoi cela arrive, pourquoi ces personnes-là arrivent à traverser nos frontières pour arriver. Et maintenant, quand on fait l'analyse situationnelle, on essaie de voir si on a vraiment les moyens pour pouvoir freiner cela. Quand on n'a pas de moyens, on fait appel à la France, mais il faut vraiment tout recommencer. Parce la France, ouais, notre pays. parce que les accords, Turquie, les il y a accords l'Iran. qui ont permis à la France de s'implanter à Port-Boué, où elle est actuellement là, ce sont des accords coloniaux. Pourquoi pas au Nigeria? Les accords qui ont permis à la France de s'implanter à Port-Boué, où elle est en ce moment là, ce sont des accords coloniaux. On a rompu Qui ont avec. été révisités. Qui a été révisité plusieurs Par fois, qui? attention. Par qui? Est-ce que Récemment, vous la savez Cour a été qu'aujourd'hui on parle révisitée en de 2015. EFCI, éléments français en Français Côte en d'Ivoire? Côte d'Ivoire. Vous le savez au moins que ce n'est plus la même chose, c'est même plus les mêmes clauses de Moi, coopération? j'appelle tout ça. Mais c'est au même endroit. Merci. Mais allez-y, sur la même place. poursuivez, c'était- J'aimerais dire que la France, il faudrait que la France rappelle ses troupes. D'accord. Nous-mêmes, quand on finit de faire notre propre diagnostic, si on a besoin de la France, on la rappelle. D'accord. On a besoin de l'Angleterre, on l'appelle. On a besoin de l'Allemagne, on appelle. Ou du Gabon. Ou du Gabon. Merci. Ou du Burkina Du Faso. Burkina Faso. Du Sénégal. Puisqu'on doit faire la promotion du panafricanisme, les gens essaient Exactement. de diaboliser cela, mais le panafricanisme, on doit l'intégrer. On Peut-être doit aussi qu'il est mal expérimenté, mal mené. Oui, Oui, il les y a. malmenés, nous sommes d'accord. Oui, nous là-dessus. sommes unanimes là-dessus. On est vraiment au thème de notre émission. Déjà Merci beaucoup de nous avoir... Vraiment déjà, le temps passé très vite. Ce fut un plaisir encore, une fois de plus. Merci à vous de nous avoir suivis également. Des voix de vérité pour ce numéro, c'est terminé. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, monsieur Hadji.